aladukire kunzonkanda mwana yenda genga memunjila yenda diatiri mundeko yenda genga memunjila yenda diatiri mundeko yenda genga memunjila alaturiri kuna nzobu mana jambo wabonga buku mwana yenda tange ngatu wazaba yenda longoke ngatu walubuka yenda tange ngatu wazaba yenda longoke ngatu walubuka kumatumpa siza zingizeko njala ulenda kuiza. Bonjour peuple congolais, nous sommes le 27 octobre 2020. Ici c'est Thé Congo, le Congo des thé travailleurs, le Congo des thé technocrates, le Congo des thé tranquillité, le Congo des thé transfert. Tout d'abord, nos félicitations à l'association Les Yeux du Poule pour le travail minutieux qu'elle effectue actuellement dans la région du Poule. Chers compatriotes, nous avons promis de vous parler de la scission. De quoi s'agit-il? La scission au Congo est-il un concept problématique? L'ère de scission a toujours plané dans le ciel congolais, dans un Congo qui se dit un et indivisible. La scission au Congo, personne ne la réclame, personne ne la souhaite, personne ne la rêve, mais cependant, elle fait l'objet des accusations. Alors aujourd'hui, quand on en parle, elle est imputée à M. Modeste Boukadia. M. Modeste Boukadia est-il l'homme qui veut la scission du Congo? M. Modeste Boukadia est-il l'homme qui désunit les Congolais? Pourquoi M. Modeste Boukadia est considéré comme le chantre de la scission? L'État du Sud Congo est-il une conspiration imagée de M. Modeste Boukadia? C'est autant de questions qu'on se pose. Eh bien, les réponses à toutes ces questions vont faire l'objet de notre analyse. Pour ce faire, nous ferons 2 vidéos. Dans cette première, nous parlerons 1. Des faits historiques de scission. Et dans cette rubrique, il sera question de l'indépendance de la scission. 2. Les pratiques de la scission selon le peuple du Nord. Et dans cette rubrique, il sera question de l'invasion ou scission par le peuple du Nord, affaire des disparus des beaches, affaire bombardement dans le pôle. 3. Volonté prolongée de scission par le peuple du Nord. 4. Scission dans l'âme du peuple du Nord. Et ici, nous allons évoquer scission du Congo en 3 nations selon M. Théophile Obenga. En même temps, nous parlerons des faits manifestés pour la scission Nord-Sud. 5. Déclaration de scission selon le peuple du Sud. 6. Paternité de scission au Congo. Ici, nous allons examiner la paternité vue selon le peuple du Nord et la paternité vue selon le peuple du Sud. En plus, nous parlerons de l'État Sud-Congo, les responsabilités assumées. Et enfin, pour terminer, ça sera donc le 7e point, scission pour un Congo un et indivisible. Pour la 2e vidéo, nous vous donnerons le sommaire à la fin de cette vidéo. Peuple congolais, c'est quoi la scission? Selon le dictionnaire Larousse, la scission, c'est le fait de se diviser. La scission, c'est le fait de se retirer en formant une autre organisation nouvelle. Ça, c'est un exemple. Quelles sont les causes de la scission? Eh bien, généralement, les désaccords provoquent une scission. Mais la scission, c'est aussi la guerre collinéaire du désaccord qui entraîne également la scission. Quels sont les synonymes? On peut citer séparation, partage, partition,
fraction, division, morcellement, fractionnement. Alors, nous allons maintenant vous parler de la scission au Congo. D'abord, nous allons évoquer les faits historiques de scission. Et là, précisément, nous parlerons de l'indépendance dans la scission. Peuple congolais. Au tournant des indépendances en 1960, après la disparition de l'Afrique équatoriale française, s'est constituée la République du Congo sous l'impulsion du président l'abbé Fulbert Yolo, avec l'esprit républicain des valeurs universelles de la France et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, faisant abstraction de toute ethnie. Le 28 novembre 1958, quand l'Assemblée territoriale s'est réunie dans la matinée en session ordinaire pour finaliser l'acte donnant droit au Moyen Congo, son autonomie, M. Jacques Opango, le vice-président, s'est volontairement absenté parce que voulant plutôt rattacher le nord du Congo au Centrafrique Bangui de M. Barthélemy Bokanda. Ainsi, dans l'après-midi, ses sympathisants, après plusieurs disputes musclées, quittent la salle en signe de protestation, venaient donc de signer là l'acte de mort-né de cette autonomie de notre pays. Depuis, sous la base de ce fondement, la République de toutes les ethnies confondues s'est vue transformée par la force en une République populaire du Congo, manipulée par des clans ethniques trahissant l'âme, les valeurs démocratiques et humanistes du pays, faisant croire à l'œuvre d'un monde meilleur avec l'assentiment de l'ancienne puissance qui, sans être dupe, laissait faire que ses intérêts fussent conservés. L'intendance n'étant plus que de la responsabilité des intendants autochtones élucidant le pouvoir. La responsabilité du malaise social n'étant pas du fait de l'ancienne puissance, ni de la mauvaise orientation du régime politique, mais plutôt de la mutation d'esprit haineux hérité des bases ethniques, de la mauvaise gestion et de la culture politique séculaire. Tout au long des dernières décennies, le peuple du sud du Congo s'efforça de vivre en harmonie au sein de la République populaire du Congo, rétablie en République du Congo, souhaitant vivre librement et pleinement la vie économique et culturelle, en aspirant à l'unité, le travail et la paix, cela par un attachement historique et républicain. Le lourd tribut payé en vie par les ressortissants du sud du Congo, lors des différentes guerres ethniques, très élevé par sa contribution active à la lutte contre le fléau des coups d'État, pour dénoncer l'obimétrie et des inégalités envers ce peuple, et bien ses ressortissants s'est vu dans l'obligation de solliciter la partition du Congo en État Sud-Congo et État Nord-Congo. Aujourd'hui, ce peuple pourtant meurtri est toujours prêt à apporter les bienfaits du progrès à tous et nourrit l'espoir de réaliser la vraie libération dans l'indépendance nationale et le vivre ensemble dans un Congo d'unité, de travail et de progrès. Alors, est-il possible que nous soyons arrivés aux mêmes ambitions de la partition de part et d'autre de notre pays? Comment expliquer la volonté du peuple et de ce pays qui se dit et qui se veut un et indivisible? Eh bien, les réponses, faut peut-être aller les chercher, certainement, dans le parcours militantiste et des leaders, des hommes politiques et des intellectuels congolais. Maintenant, nous allons vous parler de la pratique de scission selon le peuple du Nord. Ici, nous allons d'abord aborder l'invasion ou scission par le peuple du Nord. Partout, dans tous les pays déchirés par une guerre civile,
les belligérants promettent tous d'organiser les élections démocratiques après leur victoire militaire. En République du Congo, il s'agit d'une prise de contrôle de la totalité des postes administratifs par le pouvoir du PCT, le Parti congolais du travail, et des postes militaires, avec un actif de 80% des généraux d'ethnie Mboshi dans l'armée, la police et la gendarmerie. En dénégation complète du droit républicain, au détriment de toutes les autres ethnies, en particulier du peuple sud-Congo. Il s'agit là d'une conquête par le biais d'une guerre menée par le pouvoir Mboshi contre les civils de la partie sud-Congo. Il ne s'agit pas de factions sociales ou religieuses s'opposant, mais de domination d'individus issus d'un peuple sur les autres peuples par leur invasion. Partout au monde, les factions sociales opposées peuvent déclarer être contraintes à prendre les armes pour protéger et s'assurer une meilleure qualité de vie. En République du Congo, il s'agit pour l'ethnie Mboshi de kidnapper les devises issues de l'exploitation pétrolière du Sud et en ayant fait mainmise manu militari sur l'ensemble de production minière des autres régions du pays. Alors, pour revenir sur les nominations et les formations militaires et civiles, la région de la Cuvette dont est originaire M. Denis Sassou Nguesso, cette région est privilégiée. Le tableau que nous vous avions présenté à l'époque, ici vous pouvez encore le voir, peuple congolais, c'est que ce tableau de répartition des généraux par département, qui date depuis 2011, illustre bien la domination des Mboshi sur les autres ethnies. Alors, ici par exemple, je venais de dire, ça date de 2011, mais les données, on peut les projeter jusqu'en 2019. Alors, quand on regarde ici dans la colonne jaune que vous aviez ici, vous allez constater que, par exemple, des généraux, il y en avait 3. Pour la région du Kwilu, 1 pour le Niari, 1 pour la Likomo, 2 pour la Bouenza, 4 pour le pôle, 6 pour les plateaux, 26 pour la cuvette Est, 0 pour la cuvette Ouest, 1 pour la Sanga et 4 pour la Liguala. Voilà la répartition des généraux par région. Et ça, c'est en 2011. Ce tableau démontre que la partie nord du pays compte plus de 31 généraux, soit un pourcentage de 65%. Le centre, ici on entend le centre, vous connaissez, c'est la région des plateaux. Alors, les plateaux comptent 6 généraux, soit 13%. Et enfin, la partie sud, donc qui regroupe les 5 autres régions du sud, on totalise 11 généraux, soit un pourcentage de 22%. Alors comme nous l'avons dit, la tendance de ce pourcentage se maintient jusqu'en 2019. Dans la partie nord, parce que nous avons parlé de la partie nord, qui est donc, vous voyez toute la Liguala, la Sanga, la cuvette Est et la cuvette Ouest. C'est la cuvette Est, la région de M. Denis Sassou Nguesso, qui détient le record, avec 26 généraux sur les 37 qu'on comptabilise dans la partie nord. Donc cela représente 70% de l'effectif du nord, comparé à l'ensemble du pays.
le pourcentage dans l'ensemble du pays est de, quand on totalise, ce pourcentage, quand on regarde, est de 54%. Alors, quand on veut chercher à connaître les raisons qui expliquent ce pourcentage, eh bien, tout simplement, vous allez constater que ce n'est que l'esprit de domination. Il n'y a vraiment pas une raison qui peut expliquer que la cuvette Est est la seule région qui a plus de 7 généraux. Parce que après la cuvette Est qui a 26, vient aussitôt les plateaux au deuxième rang avec 6. Donc vous comprenez la différence, l'écart est tellement grand. L'explication qu'on a pu trouver là-dessus, c'est qu'on a compris simplement il y a cette volonté de domination. Les données sociodémocratiques démontrent pourtant que la partie nord est sous-peuplée par rapport à la partie sud du pays. Donc, collatéralement, le taux de scolarité est plus élevé dans le sud du pays qu'au nord. Si pour des raisons d'équité et d'égalité, et que le principe de proportionnalité était appliqué dans les nominations dans tous les départements, eh bien, au Congo, on devrait plutôt avoir 25 officiers au lieu de 48. Nous vous avons présenté ici les répartitions, et puis vous pouvez trouver des données dans la colonne bleue. Alors ici, qu'est-ce que nous avons dit? C'est-à-dire que si on tient compte des généraux, c'est-à-dire que si on tient compte de la population qui est là-dedans, dans chaque département, donc proportionnellement à la population, le Kwilu devait plutôt avoir 1. Le Nyari devait plutôt avoir 4. La Likumu devait avoir 1. La Bouenza devait avoir 5. Le pôle se maintient à 4. Les plateaux devaient avoir 3 au lieu de 6. Et puis la cuvette Est, chez M. Sassou, normalement il devait en avoir 2 au lieu de 26. Et la cuvette Ouest, qui avait 0, devait en avoir au moins 1. La Sanga devait en avoir 1. Et la Likwala devait en avoir 2. Donc soit un total de 25 généraux qu'on devait avoir dans le pays en 2011 au lieu de 48. Donc vous voyez la différence quand les choses sont faites de manière proportionnelle. Ce qui n'est pas dans l'esprit de M. Denis Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso n'est pas dans la proportionnalité, il est plutôt dans la domination. Alors, peuple congolais, vous comprenez que c'est cet esprit qui donc envahit M. Denis Sassou Nguesso. L'esprit de domination. Ce n'est pas seulement dans l'armée qu'on constate ce phénomène. Ce n'est pas seulement dans l'administration qu'on constate ce phénomène. Même dans la façon d'investir dans les départements. Regardez, lors de la municipalisation accélérée, la partie nord du pays avait bénéficié 77% du montant général du budget. Et dans ces 77%-là, il y en avait 60% consacrés uniquement à la présidence de M. Denis Sassou Nguesso à Oyo. Ceci prouve également une forme de domination, c'est-à-dire la priorité. C'est d'abord M. Denis Sassou Nguesso. Alors, suite à la guerre du 5 juin 1997 gagnée par M. Denis Sassou Nguesso, ces milices armées avaient procédé à de nombreux nettoyages ethniques au sud du pays, rendant ainsi la situation politique incertaine et instable.
une politique instaurée pour marquer justement la suprématie. Ils ont gagné la guerre, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils descendent sur le terrain pour aller mater encore ce peuple. Il fallait qu'ils aillent prouver qu'ils ont gagné la guerre. Il fallait qu'ils descendent dans la partie sud pour aller prouver que ce sont eux les gagnants. Alors sans autorisation légale, n'agissant que par la contrainte pour maintenir un semblant d'ordre propice aux investisseurs, sans tenir compte de la vie de qualité des citoyens, le pays s'est enfoncé dans l'impunité, dans la mauvaise gouvernance et les crimes contre l'humanité. Contraindre toutes les populations du sud du Congo à la terreur, à la domination, à la soumission, avec l'aide des mercenaires, de violations flagrantes de la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme. Étant donné que M. Denis Sassou Nguesso n'avait aucun mandat légitime à prendre pour compte de la République du Congo toutes sortes de décisions l'engageant au plus haut niveau, cette action armée constituait pour lui une forme de s'imposer pour un gouvernement non élu. Jusqu'à ce jour, les troupes armées étrangères ainsi que les mercenaires marocains, tchadiens, hutus et congolais du RDC, assistés des Cobras, sont toujours présents dans la zone sud du pays, malgré la signature de l'accord qu'il avait signé avec M. Ntoumi, le cessez-le-feu et de cessation des hostilités, un accord qui avait été signé le 29 décembre 1999. Donc M. Denis Sassou Nguesso, jusqu'à ce jour, n'a jamais cessé de prouver sa dominance à travers sa politique de 5D, une politique dont d'ailleurs nous avons développé dans plusieurs vidéos qui sont déjà en ligne. Il se la rassure, M. Denis Sassou Nguesso, en recrutant toujours des mercenaires anti-Balaka, proches de l'ancien président François Bozizé, de Centrafrique, de Rwanda, et puis du Tchad. C'est là où il va recruter ces mercenaires. Présentement, les supplétifs mercenaires recrutés depuis Kinshasa par son fils Denis Christel Sassou sont pour certains déjà stationnés à Oyo et pour d'autres dispatchés dans toutes les parties du sud du pays. Donc au peuple congolais, on n'est qu'envahi par des mercenaires. C'est devenu le travail de son fils à Kinshasa qui est allé s'installer à Kinshasa, qui passe tout le temps à recruter des mercenaires. Et puis une autre partie de mercenaires, justement, est déjà basée à Makola. Tout ceci pour continuer l'épuration ethnique des populations sud du pays et de prouver son autocratie. Du 18 décembre 1998 au 29 décembre 1999, les populations sud du Congo ont été victimes d'exécutions sommaires, de viols, de ratissage, de pillage et de destruction des biens meubles et immeubles de la part d'un ensemble d'armées étrangères, des mercenaires et des milices Cobra, sous l'accord bien sûr de M. Denis Sassou Nguesso lui-même. Ils appelaient ça l'effort de guerre. Ils sont allés tout piller dans la partie sud du pays. Alors, ces actes criminels se perpétuant en violation flagrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution de 217 A3 du 10 décembre 1948 et du droit international humanitaire, ont fortement traumatisé le tissu social congolais et de la partie sud du pays, tout en bafouant la dignité et les droits élémentaires des populations du sud du Congo. M. Denis Sassou Nguesso, intransigeant dans son invasion, dans sa domination, dans sa destruction, dans son extermination du peuple du sud Congo,
reste imperturbable. D'ailleurs, il témoigne devant les notables du pays, les notables du Nord, quand il déclare que vous ici restez unis pendant que je veux m'occuper de ceux du Sud. Il marque là les limites de la scission. Il dessine là le schéma de la scission. Dans tout ce que M. Denis Sassou Nguesso a toujours manifesté, tout ce qu'il a toujours dit, je peux vous le dire, depuis 1968, il veut la partition, c'est-à-dire il veut la scission du pays, je dirais, sous une forme masquée. Je dirais plutôt, il fait de la scission sans la prononcer. Sinon, comment vous pouvez justifier 1. Des conditions dégradantes menaçant l'existence même de la population du sud du pays et l'empêchant à s'engager dans des processus de reconstruction dans un cadre démocratique librement consenti pour bâtir son avenir dans le pays. 2. Comment expliquer de modifications ou de changements de la Constitution du 20 janvier 2002 imposée par lui. 3. L'intransigeance dictatoriale de M. Denis Sassou Nguesso, qui avait refusé à toute négociation pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. 4. Comment expliquer l'effondrement généralisé des structures institutionnelles, économiques et socio-culturelles qui s'opposent à l'atteinte des objectifs de paix durable, de démocratie et de l'état de droit. 5. De diminution programmée de la population des régions du sud du pays, c'est-à-dire du Poul, Likoumou, Bouenza, Niari et du Kouilou. 6. La dite diminution, qui ne peut s'interpréter que comme le résultat de la mise en œuvre d'une volonté réfléchie de liquidation par des crimes de guerre et du génocide dont ont été et sont toujours victimes les populations du sud du Congo. 7. La baisse démographique de plus de 25% dans le sud du Congo et à la hausse de plus de 40% dans le nord Congo. Alors que les études démographiques qui avaient été faites démontrent que la partie sud du Congo est toujours plus peuplée que la partie nord. Alors maintenant, la tendance s'est déjà renversée. 8. Comment expliquer les chiffres communiqués par les Nations Unies? Plus de 800 000 Congolais manquent à l'appel. Et ceci depuis 1997. Alors la question qu'on se pose, et qu'on se pose même pendant qu'on est en train de faire cette analyse, où sont passés ces ressortissants du sud du Congo? 9. La volonté d'exterminer les civils du Poul avec l'opération programmée Mwebara, de la Likoumou, de la Bouenza, du Niari et du Kouilou, jusqu'à vouloir rayer de la carte du Congo le Poul. Comment ne pas comprendre la volonté du peuple du Nord qui veut avoir la domination sur le peuple du Sud? Indigné par un tel pouvoir, ne susciterait pas de la colère du peuple du Sud envers celui du Nord? Nécessiterait-il pas de s'éloigner ou de se retirer, de cohabiter avec le peuple du Nord? Nous voulons plutôt démontrer qu'une telle dictature prouve que le peuple du Nord et le peuple du Sud ont des difficultés de vivre ensemble. Donc, ils sont appelés à vivre en répartition. Je voulais plutôt dire en scission. Enfin, sachant que, on le dit d'ailleurs très souvent, que l'hypothèse entraîne la conclusion. Donc si on prend ça comme hypothèse, comme base de raisonnement, que l'hypothèse entraîne la conclusion,
Alors, avec tout ce que nous venons de détailler, avec tout ce que nous venons de donner comme des raisons, dont d'ailleurs je n'ai pas tout cité parce que la liste est sans exhaustif. Alors, comme cela s'avère vrai, comment ne pas conclure que M. Denis Sassou Nguesso a toujours entretenu la domination pour générer la scission. Voilà, peuple congolais. Mais les faits, il y en a encore des faits ignobles qui poussent à reconnaître justement, ou bien qui poussent à reconnaître la scission qui est employée par le peuple du Nord. Je vais vous donner ici peut-être à peine 3 exemples. Avec tout ce que nous venons de dire, on peut parler de la diminution programmée et planifiée des populations sud du Congo. Comme l'avait démontré le rapport que nous venons de citer là, des déclarations de droits de l'homme et de l'Amnesty International qui avait mentionné qu'il y en avait plus de 800 000 personnes congolaises qui manquent à l'appel. Donc ça c'est une preuve, ça c'est un fait. Le deuxième fait qui justifie justement cette scission, on peut citer l'affaire des disparus des Beach, où furent anéantis des centaines d'enfants du sud de la République du Congo, enfermés vivants dans des conteneurs, noyés dans le fleuve, sur l'ordre de M. Denis Sassou Nguesso. 3. L'affaire des bombardements dans le pôle. Ici, vous avez vu les photos des villages brûlés. C'est des photos qui avaient été produites par l'organe de presse des Nations Unies qu'on appelle l'IRIN. Ça prouve, ça montre en même temps des viols de femmes et de jeunes filles utilisés comme armes de destruction d'un groupe ethnique bien déterminé. Et c'est ça qui définit le génocide. Alors, si on veut aller dans les détails, je veux peut-être aller dans les détails de ces preuves. Je vais plutôt développer les 2 derniers, puisque le premier, celui de la diminution programmée, je venais de les détailler. Mais je vais vous parler d'abord en détail des disparus du Beach et des bombardements dans le pôle. D'abord, l'affaire des disparus du Beach. Très succinctement, voici le résumé du procès des disparus du Beach. Le 9 août 2005, après un procès à la congolaise, je dis bien à la congolaise, le procureur avait fait un réquisitoire et fondé son accusation sur la responsabilité pour omission des accusés. Il avait écarté en pleine plaidoirie le crime de génocide, le crime de guerre et réclamé l'acquittement de certains accusés. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière de criminels en premier et en dernier ressort, déclare les accusés Dabira Norbert, Adoua Blaise, Ndenge Jean-François, Garcia Guy-Pierre, Nsoro Marcel, Alakwa Jean-Aïve et Souébé Jean-Pierre, Avoukou Emmanuel, Ndinga Oba Edouard, Ondongo Gabriel, Modede Rigobert, Bakana Vincent Vital, Mbouassa Samuel, Sita Bansiri Yvan Dieudonné et Tati Guy Edouard, non coupables des crimes de génocide, des crimes de guerre contre l'humanité mis à leur charge. En conséquence, prononce leur acquittement pur et simple. Dit, en conformité de l'article 309 du Code de procédure pénale, qu'aucun de ces accusés légalement acquittés ne peut être repris ou accusé à raison des mêmes motifs, même sous une qualification différente.
condamne l'État congolais à payer la somme de 10 millions de francs CFA par disparu à leurs ayants droit régulièrement constitués et énumérés dans le corps de cet arrêt. Peuple congolais, la condamnation de l'État congolais à dédommager les parents des victimes démontre pour nous, quand on l'analyse, ça démontre la responsabilité de l'État congolais. Un État sous la gouvernance, bien sûr, de M. Denis Sassou Nguesso, avant, pendant et après les événements des disparus de Beach. Ce dédommagement légitime, c'est-à-dire confirme l'extermination du peuple de la partie sud du Congo, en reconnaissant le martyre vécu des survivants du Beach et des hommages rendus aux disparus. À partir de là, ça se démontre la haine qu'il a envers le peuple de la partie sud du Congo, dont il ne veut vivre ensemble. Voilà ce que nous voulons dire à propos des disparus du Beach. Vous connaissez ce dossier. Beaucoup de dossiers ont été déposés dans des tribunaux. Vous connaissez, mais ici, ce que nous voulons démontrer, c'est que le gouvernement a dédommagé les parents des victimes. C'est-à-dire que l'État congolais reconnaît qu'il y a eu crime, mais sauf que il n'y a pas eu de coupables. C'est ça le revers de la médaille, mais les Congolais ne sont pas dupes pour pouvoir comprendre. Parlons maintenant de l'affaire des bombardements dans le pôle. Le 7 juillet 2018, un symposium international sur le génocide Lari avait été organisé en partenariat entre les éditions L'Harmattan avec son fondateur, M. Denis Prien, et l'Organisation internationale du développement de l'Afrique avec sa fondatrice, Mme Chantal Malion. Il prenait également part des avocats, des médecins, des spécialistes des sciences humaines, des hauts fonctionnaires de l'UNESCO, des historiens, des pasteurs, des philosophes et les humanistes de toutes les nationalités africaines, des nationalités africaines, européennes et nord-américaines. Alors, après avoir écouté les témoignages directs des victimes dans la salle, étudié les images des populations déplacées, visualisé les photos des villages rasés, brûlés, les photos que l'IRIN avait produites, et puis écouter les reportages sur les habitations cassées, sur les viols des femmes. Au regard de l'analyse des faits, des témoignages et des documents, le symposium avait conclu à un génocide sur les Lari, un peuple de la région du pôle, conformément à la Convention sur le génocide de 1948 des Nations Unies. Ça, c'est une preuve qui a été démontrée. C'est un symposium qui avait été tenu à Paris, qui est arrivé à cette conclusion-là, de savoir qu'il y avait un génocide. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner encore un autre. Je vais vous faire encore un autre témoignage que vous connaissez certainement. Le 16 juillet 2018, lors de la cérémonie de commémoration du 30e anniversaire du statut de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, M. Isnor Mvuba, le président actuel de l'Assemblée nationale, avait fait un plaidoyer pour le moins étonnant de l'immunité des chefs d'État en fonction, pour mettre fin aux poursuites judiciaires. Il avait fait un discours et dans son discours, il s'est appuyé sur le sort de M. Omar El-Béchir. M. Omar El-Béchir, c'est un ancien président du Nord-Soudan qui a été rendu responsable du génocide perpétué sur le Sud-Soudan. Mais d'une façon curieuse, il inclut cette phrase qui démontre très bien la terreur des dignitaires du Congo
et bien particulièrement de M. Denis Sassou Nguesso. Je cite, quand je vous parle de M. Omar El-Béchir, je vous parle de M. Sassou Nguesso. Fin de citation. M. Isidore Mvuba fait ici des similitudes avec l'ancien président Omar El-Béchir. Mais en fait, quel était le sort qui était réservé à M. Omar El-Béchir? Eh bien, M. Béchir était destitué, déjà condamné par le tribunal de son pays pour détournement et détention de devises étrangères. Et il attendait son transfert à la CPI. Donc, si M. Isidore Mvuba fait des similitudes avec M. Omar El-Béchir, il veut tout simplement dire que, sachant que M. Denis Sassou Nguesso, lui aussi, il a détourné de l'argent du pays, que M. Sassou détient des devises étrangères chez lui, les héros, il a de l'argent, il a détourné, il a tué. Il voulait tout simplement dire que lui aussi, il attend d'être jugé et que lui aussi, il doit être transféré à la CPI. Sinon, pour quel intérêt M. Isidore Mvuba aurait fait ces similitudes? Peuple congolais, vous le saviez comme moi, que des dossiers, beaucoup de dossiers sont déposés dans des tribunaux. On en trouve au CPI, on en trouve à Paris, à Genève, aux droits de l'homme. Eh bien, la véracité des faits n'est plus à démontrer. M. Denis Sassou Nguesso est toujours, et maintenant, il est traqué. Il est conscient qu'il a beaucoup de dossiers. C'est pour cela, M. Denis Sassou Nguesso, pris de haine, maintient toujours son projet d'extermination du peuple du Sud Congo, dans le seul but de ne pas vivre ensemble avec les autres, dans le seul but de lui laisser tranquille parce qu'il sait, ceux-là qui lui mènent la guerre, ce sont ceux-là de la partie sud. Donc si déjà on peut se séparer entre le nord et le sud, en ce moment-là, on ne pourra plus lui porter plainte parce que lui sera déjà de l'autre côté. Mais contrairement, ça n'a pas été le cas pour le président Béchir. Si l'assassin revient toujours à la place du crime, disent les criminologues, eh bien, les meurtriers qui ont commis le génocide dans le Poul, aujourd'hui sont déjà passés aux aveux. Aviez-vous pas entendu quand ils ont déclaré, nous citons, quand nous avons brûlé le Poul, le ciel n'est pas tombé. Une déclaration de M. Jean-Dominique Okemba, le conseiller et directeur de renseignement et neveu en même temps de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, le génocide au Poul, dans le Poul, c'est devenu un fait avéré. On ne cherche même plus à le démontrer puisqu'ils sont déjà venus faire des aveux. En somme, de tous les drames humanitaires qu'a connu le Congo, 90% sont ceux perpétués dans la partie sud Congo. Dont 95 sont ceux dans la région de Poul. Une volonté manifeste de M. Denis Sassou Nguesso, avec un peuple du Nord qui n'a jamais condamné l'attitude d'ailleurs de M. Denis Sassou Nguesso. Il est donc difficile que les parties nord et sud du pays puissent vivre ensemble. Mais ça fait partie de la politique élaborée par M. Denis Sassou Nguesso. Donc malgré les efforts consentis par le peuple sud, celui-ci fait toujours l'objet de discrimination ethnique, d'atteinte aux droits de l'homme par des actes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide, d'épuration ethnique de la part des cohabitants externes imposés de force par le pouvoir. Finalement, ces peuples sont appelés à vivre pourtant
ensemble, mais on constate que ce peuple ne peut vivre que chacun de son côté. Vivre séparément. Je voulais tout simplement dire vivre la scission. Alors, le peuple du Nord va-t-il reconnaître que la scission dont il est question ici, la scission dont les Congolais parlent, le peuple du Nord, reconnaissent-ils qu'ils sont en partie responsables? Est-ce qu'ils peuvent le reconnaître? Certainement pas. Pourquoi ils ne peuvent pas le reconnaître? Mais parce que ce peuple qui est très souvent dans les dénis, malgré la pertinence des faits, va toujours refuser. Va faire semblant de ne pas reconnaître les faits. Rappelez-vous, peuple congolais, en 1977, quand Marien Ngouabi avait été tué, le peuple du Nord n'a jamais reconnu M. Denis Sassou Nguesso comme le coupable. Mais ils avaient plutôt préféré dire que les Bakongo Babomi Marien. Rappelez-vous encore, peuple congolais, quand Sassou a tué le cardinal et il l'a enterré vivant, il a tué Alphonse Massamba Deba, qui d'ailleurs jusqu'aujourd'hui n'a même pas de tombe. Le peuple du Nord a préféré plutôt blanchir M. Denis Sassou Nguesso. Rappelez-vous, peuple congolais, quand les responsables du CMP, dont d'ailleurs, vous le savez que dans le CMP, il n'y avait aucun ressortissant du pool, avaient organisé le procès de Marien Ngouabi. Au cours de ce procès, on avait tué 10 personnes, ressortissants du pool, qui étaient des innocents. Le peuple du Nord n'avait pas nié l'innocence de ces prévenus. Rappelez-vous, peuple congolais, quand ils ont commis le génocide dans le pool, ils ne l'ont pas reconnu. Et que maintenant que Jean-Dominique Okemba est venu le déclarer, il l'a déclaré au cours d'une réunion devant les notables, devant les sages. Au contraire, les sages, ils ont lancé des cris pour dire, une forme de dire que nous approuvons ce que vous êtes en train de dire. Rappelez-vous, peuple congolais, quand M. Théophile Obenga, qui est un intellectuel congolais originaire du Nord, quand il a déclaré lui, il a écrit un livre dans lequel il a parlé de la scission du pays. Mais le peuple du Nord n'a jamais désapprouvé ces faits. Alors, peuple congolais, pensez quand on se pose la question, est-ce que cette fois-ci, avec tout ce que nous venons de démontrer, que le peuple du Nord va reconnaître que c'est eux qui ont apporté la scission? Vous pensez qu'ils vont le reconnaître? Mais la réponse, je voulais déjà donner. Ils vont dire non. Pourquoi? C'est parce que c'est dans leurs habitudes de renier les faits, tant bien même que les faits sont tangibles. Voilà, peuple congolais, la scission dont on est en train de parler. La scission est là, on la vit, mais il y a une part de responsabilité, parce que Sassou, il dit et il fait, et les Congolais le chantent souvent. Ils divisent pour régner, mais on divise quoi? On divise le pays pour qu'il règne, justement. Mais celui qui dirige, c'est Sassou qui est là. Or, nous vous avons donné les synonymes de scission. C'est diviser. Donc la scission dont on parle aujourd'hui, Sassou en est le responsable. Peuple congolais, je vais encore vous continuer à vous parler de la scission dans la volonté du peuple du Nord. C'est ce que nous avons intitulé scission, une volonté prolongée à ce jour par le peuple du Nord. C'est-à-dire que la scission que nous sommes en train de vivre, qui a commencé depuis aujourd'hui, nous vivons encore cela. C'est-à-dire cette volonté-là est toujours prolongée. La volonté de vivre dans la division. Je voulais dire par là de vivre dans la scission. Ces dimensions se poursuivront en conflit armé jusqu'en 1997, quand le président Pascal Lissouba, élu démocratiquement, sera démis de ses fonctions par le putsch organisé par M. Denis Sassou Nguesso.
M. Denis Sassou Nguesso, un ancien président qui n'a jamais été élu. C'est lui qui était à l'origine de ce putsch. Et il avait été soutenu par des cobras et les mercenaires. Nous l'avons déjà démontré et les Congolais le savent. Il faut mentionner que les mandats des présidents civils ici du sud du Congo, tous élus, que ce soit l'abbé Fulbert Yulu, Alphonse Massamba Deba, Pascal Lissouba, leurs mandats furent à chaque fois interrompus par la force avant le terme échu, par des présidents militaires du Nord. Mais ça, c'est aussi un fait. Combien de fois, nous le savons, même Noumazala avait dit à Alphonse Massamba Deba que tu n'arriveras pas à la fin de ton mandat. Tu seras renversé. Et ça a été avec Marien Ngouabi. Donc à chaque fois, les mandats des présidents issus du Sud n'ont jamais terminé leur mandat. Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est pour rentrer dans la division. Il n'y a pas le respect des constitutions. Durant la période de 1997 à 2015, les ressortissants de la partie sud du pays ont payé un lourd tribut pour la reconquête du pouvoir effectif infligé par les ressortissants de la partie nord. Vous le savez, autant de coups d'État, autant de choses qui se sont passées. Mais rien que dans cette partie, depuis que ça soit repris le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Vous connaissez ce que le peuple de la partie sud est en train de vivre. Nous avons dit que plus de 800 000 Congolais du sud manquent à l'appel. Et nous avons aussi évoqué des disparus de Beach, plus de 357 Congolais. Sans compter les charniers découverts dans toute la partie, dans toute la région du pôle. Et nous avons fait d'ailleurs des vidéos dont nous avons démontré cela. Toutes les vidéos sont en ligne. La plupart des localités entières du pôle ont été saccagées. Toutes les plantations, les arbres fruitiers et des troupeaux systématiquement ont été détruits. Les cours d'eau ont été empoisonnés. Des stigmates du génocide sont encore présents. Entre 1998 et 2002, pour ne prendre que cette partie-là, nous avons vu qu'il y a eu un ratissage au mètre carré sur mètre carré des quartiers sud de Brazzaville, c'est-à-dire Bakongo Makilekele. Mètre carré sur mètre carré. Ce ratissage qui consistait à l'élimination physique et systématique de tout ressortissant de la région du pôle. Et ce ratissage avait été effectué par des cobras, en même temps avec les francs 400. Ça, c'est des choses que nous avons vécues. Et donc, qui prouvent une forme de domination, mais sinon, qui démontre la haine qui a été déversée sur les ressortissants de la partie sud du pays. Pourquoi tout cela? Parce que, complexés certainement, complexés de tous ceux qui sont venus voir le peuple dans la région du pôle, vous le savez. Quand ils sont arrivés, ils ont été surpris de constater que c'est un peuple qui avait construit la ville. Les gens avaient des maisons construites partout, des arbres fruitiers. Sinon, comment on peut s'en prendre jusqu'à aller couper les arbres? Encore qu'on peut couper la maison, on peut comprendre, oui, c'est là où ils vivent, il faut qu'on les détruise. Mais jusqu'à aller couper les arbres, peuple congolais. Mais c'est parce qu'ils ont fait la comparaison avec leur maison du côté nord. Ils se sont rendus compte que l'homme du sud, c'était quelqu'un qui était déjà organisé. Alors il fallait détruire. Voilà, peuple congolais, la haine, tout simplement, parce qu'ils voulaient montrer leur supériorité. Et aujourd'hui, on le voit, ils sont devenus les plus riches, comparés aux autres. Parce qu'eux, ils ont des enfants dans des écoles supérieures. Eux, ils étudient dans de bonnes conditions. Donc, ils veulent prouver que eux, aujourd'hui, c'est le plus instruit, c'est le plus riche, c'est le plus fort, c'est le plus... Donc, en tout, ils veulent prouver leur supériorité. Alors, aller prouver la supériorité aux autres veut dire que
Au commencement, il se sentait inférieur. Parce que ce n'est que celui qui se sent inférieur qui peut aller chercher à être supérieur. Peuple congolais. Alors, dans cet esprit, ça témoigne quoi? Ça témoigne la volonté de domination et donc de division. À l'enseigne, ce constat terrible fait par un conseiller de M. Denis Sassou Nguesso, disant en toute ingénuité et conscience, ce conseiller de M. Denis Sassou Nguesso avait dit, nous citons, avec tout ce que Sassou a fait au pôle, le Sud ne pourra plus jamais se développer. Et s'en est encore suivi le témoignage de M. Jean-Dominique Okemba que je venais de vous citer. Nous étions dans le pôle, nous avons brûlé, rien n'a été fait. Peuple congolais, tout cela c'est pour démontrer que le pôle en particulier, le Sud en général, ne veut pas qu'il se développe. Parce que faire une déclaration de sorte, dire qu'avec tout ce que ça soit fait au pôle, le Sud ne pourra plus jamais se développer. Peuple congolais, c'est pour dire que cette partie du pays, on veut vraiment la faire, on veut la dominer. Alors, devant de telles choses, le silence coupable de l'homme du Nord est pour le moins significatif, dénotant une volonté unanime à faire disparaître le peuple de la partie sud. Dans sa logique de la politique de 5D, la politique de 5D que nous avons, que nous parlons chaque fois, que nous avons développée dans des vidéos déjà précédentes, effectivement, les ressortissants de la partie nord, avec la même mise nordiste de M. Denis Sassou Nguesso, contre la quasi-totalité de la population sud du pays, avec la présence permanente des militaires dans le pôle, prouve que la partie sud est envahie, dominée. Alors, compte tenu des inégalités profondes, aucun processus politique n'est susceptible de mettre sur pied un pays exsangue, si ce n'est un retour chacun chez soi pour se gouverner d'abord par soi-même, avant même d'envisager une quelconque réunification dès lors où la volonté de Dieu y est. À la demande de M. Denis Sassou Nguesso, la Constitution du 20 janvier 2002 vit le jour en remplacement de celle du 15 mars 1992 votée dans les conditions si peu faibles que le jour du référendum constitutionnel. La région du pôle était envahie, n'avait même pas participé, était alors sous les bombardements, était sous des gaz moutages de M. Denis Sassou Nguesso. Ainsi, le pouvoir fut donc confisqué, nous pouvons le dire et le reconnaître, que le pouvoir fut confisqué par le Nord avec les 3 mandats présidentiels de M. Denis Sassou Nguesso. Il a confisqué le pouvoir en 2002, en 2009, en 2016. Et là, les machines préparatives du PCT s'est déjà déployées pour 2021. Tant bien même que nous ne cessons de dire aux Congolais, ne vous en faites pas, en 2021, M. Sassou Nguesso va trouver des échappatoires pour ne pas organiser les élections. Les raisons, nous l'avons évoquées, ça fait plus de 2 mois que nous sommes en train de le dire. Parce qu'il est en train d'attendre les élections en France. Il est temps d'attendre quel est le président français qui viendra. Si c'est un Français avec qui il a de bonnes relations, ben vous allez vous rendre compte qu'il va se frotter les mains. Donc il est en train d'attendre. Donc il va se dire, mais pourquoi précipiter 2021? Pourquoi pas ne pas attendre 2022, voir les élections présidentielles de 2022? En ce moment-là, moi je pourrais organiser les miennes en 2023. C'est pour cette raison que Tati Mabiala est venu dire que nous faisons un prolongement de 2 ans pour le mandat présidentiel. Tout cela
Tout ceci, nous avons déjà développé ça dans des vidéos qui sont déjà là. Aujourd'hui, on nous revient sur scène avec le dialogue de Madingu. Sans oublier, peuple congolais, qu'il y avait M. Pierre Ngolo, le président du Sénat actuel, qui avait dit nous n'allons pas organiser les élections pour pouvoir le perdre, car nous savons le mal que ça fait quand on perd les élections. Ça aussi, nous avons développé quand nous avons étudié tous les moyens. Nous avons étudié les candidatures ou bien la participation aux élections de 2021. Nous avons déjà développé tout cela et nous avons dit, nous n'allons plus revenir là-dessus. Nous vous demandons d'aller écouter pour ceux-là qui veulent écouter tout ce que nous avons développé. Tout cela, c'est pour dire, peuple congolais, quand ils reviennent avec le dialogue de Madingu, enfin, ils appellent ça la concertation de Madingu. C'est pour dire, peuple congolais, que M. Denis Sassou n'a jamais changé. Nous vous avons dit que nous n'avons pas voulu aller étudier la biographie de M. Denis Sassou Nguesso, ça ne nous intéresse pas. Mais nous avons dit, nous avons passé notre vie à aller étudier le système, la façon dont M. Denis Sassou Nguesso opère. Qu'est-ce qui a fait que M. Denis Sassou Nguesso, il a quand même 40 ans qu'il est resté au pouvoir. Dans l'histoire, M. Denis Sassou Nguesso rentre dans l'histoire des hommes politiques qui ont mis beaucoup de temps au pouvoir dans le monde. Il rentre dans l'histoire, que vous le vouliez ou pas. M. Denis Sassou rentre dans l'histoire des gens, des personnes qui ont mis beaucoup de temps au pouvoir, surtout en Afrique. Et donc, nous avons voulu chercher à les connaître, quelle était sa méthode, comment il procède. C'est pour cela que nous vous parlons de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que nous vous avions dit, surtout pour ceux-là qui espèrent, qui rêvent encore d'aller faire un coup d'État au Congo. Nous vous avons dit que M. Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas le renverser par un coup d'État. Nous vous l'avions dit et nous vous l'avons démontré. Je ne vais plus revenir là-dessus. Par conséquent, il est donc incertain qu'un changement à la tête du régime ne serait qu'un trompe-œil et ne ferait que perturber le système clanique et tribal sans avoir épurgé le pays des problèmes de ségrégation qui le minent sur le fond, essentiellement la disparité nord-sud. Voilà, peuple congolais, ce qu'on avait à dire en ce qui concerne la volonté prolongée en ce qui concerne la scission par le peuple du Nord. Alors maintenant, nous allons vous parler de la scission dans l'âme du peuple du Nord. Parce que le peuple du Nord, il a la scission en lui. C'est dans l'âme. C'est-à-dire qu'avec tout ce que nous venons de vous dire, peuple congolais, vous êtes capable de comprendre que la scission, nous avons dit au début, personne ne la réclame, personne ne la veut. Mais sauf que, quand on parle de ça, il y a des accusations. Ça veut dire que c'est un phénomène, c'est un concept qui existe, mais on ne veut pas en parler. C'est comme si il est là, mais il faut pas le dénoncer. Parce que si on le dénonce, ça devient un crime. Mais en fait, dans la réalité, c'est ça qu'ils font. Et cette façon de faire, il faut l'avoir dans l'âme. Et le peuple du Nord en particulier, M. Sassou Nguesso, il l'a. Regardez la politique de 5D que nous avons beaucoup développée, peuple congolais. Ça fait partie de la politique que M. Denis Sassou Nguesso avait déjà instaurée au pays. Je ne vais plus revenir là-dessus. Qui consiste à dominer encore pour mieux, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. 5D. Ça y est là. Ce sont les 5D qu'il a imposés au Congo. Alors dans cet élan-là de la politique de 5D, justement, émerge l'engagement de la politique de scission au Congo.
en 3 nations. Nous allons vous parler ici de la scission du Congo en 3 nations selon M. Théophile Obenga. Quand nous vous disons que c'est dans l'âme du peuple du Nord, les gens qui parlent de la scission, ce sont ceux-là qui refusent. Aujourd'hui, c'est facile d'accuser quelqu'un. Mais on dit en français, qui accuse s'accuse. Très souvent, c'est le peuple du Nord qui qualifie des gens du Sud des sécessionnistes. Mais alors, quand on regarde dans les faits, avec ce que nous sommes en train de vivre, dans la façon dont les biens sont repartis dans le pays, les plus riches du pays aujourd'hui, ce sont les gens du Nord. Encore que c'était proportionnel, tout le monde était devenu riche, tout le monde partout. Quand on va accuser les gens du Nord, ils seraient prêts à dire non, mais on a tous les mêmes avantages. Mais comment vous pouvez raisonner comme ça? Mais aujourd'hui, même certains du Nord, ils sont en train de reconnaître que Sassou a donné plus de possibilités aux gens qui sont de la partie Nord. Non pas seulement qu'on est en train de dire, ou bien qu'en fait, mais écoutez, M. Théophile Obenga l'a écrit déjà dans un livre. Peuple congolais. Le Congo est toujours dans la mire de M. Denis Sassou Nguesso. Il veut diviser le pays en 3 nations. La nation que des intellectuels nordistes révèlent la confidentialité pour préparer justement l'opinion nationale et internationale à la scission. Tous les ingrédients sont réunis selon M. Théophile Obenga pour que le Congo soit morcelé en 3 nations. Non, je voulais dire par là pour que le Congo soit divisé en 3 nations. Les Congolais auraient pu se réjouir du diagnostic posé par un de leurs, dont les compétences, l'égyptologie, sur la linguistique et l'histoire ne font plus l'objet d'un doute. On connaît les compétences de ce monsieur sur ces domaines. Mais M. Théophile Obenga, on le connaît, c'est un ressortissant de la partie nord du pays, partie nord du Congo, qui a longtemps travaillé aux côtés de l'illustre professeur Cheikh Anta Diop, a passé beaucoup de temps à étudier l'histoire d'Égypte, en ignorant finalement celle du Congo. Les leçons extraites de M. Théophile Obenga sèment à la fois le trouble et le doute sur leur sincérité. Moi je dirais, j'ai toujours dit, en tout cas ça sème du doute sur son intelligence. En 2001, M. Théophile Obenga écrit un livre dans lequel il détermine, dans lequel il fixe, dans lequel il définit, il explique et annonce toutes les conditions qui devront conduire le pays à la scission, à la partition. Dans son livre intitulé « Pour le Congo-Brazzaville, réflexions et propositions », édition L'Harmattan 2001. M. Théophile Obenga, il écrit, nous citons, « Il était question de guerre. Après, c'est normalement tout le monde qui gagne avec le parti gagnant, pour bâtir ensemble, avec toutes les ethnies, toutes les régions, toute la nation retrouvée. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3 nations belligérantes qui a gagné, mais bien le Congo à travers les vainqueurs. Si les choses ne sont pas vues de cette manière, on aboutit à la scission, à la partition en 3 nations. Nation Mbushi, nation Teke et nation Congo. Fin de citation. Voilà, peuple congolais. Ce sur quoi travaille M. Denis Sassou Nguesso depuis longtemps. La guerre est devenue la preuve de la soumission. À défaut, nous arrivons à la division, à la partition. Donc la guerre est le déclencheur de la scission du pays en 3 nations. Voilà, peuple congolais, tous ceux qui se posent la question.
qui sont en train de chercher la scission dont on parle aujourd'hui, dont on fait beaucoup, dont il est question d'accusation. Mais lesquels parlent de la scission? Qui pratique la scission? Sauf que malheureusement, comme nous l'avons dit, l'homme du Nord ne le voit pas. Toujours, Congo, sali scission. Congo, ils vont vous dire, en dehors qu'ils ont chanté que Congo, rien. Ce sont les mêmes qui reviennent, qui continuent à dire Congo, Zosa la scission. Peuple congolais, la scission en 3 nations est un projet ficelé depuis longtemps, dont la partie nord se prépare depuis. Sinon, mais comment vous pouvez répondre à l'inquiétude de M. Nyangambwala quand celui-ci déclare quel est l'avenir d'Emboshi après M. Denis Sassou Nguesso? M. Nyangambwala n'est pas un fou. M. Nyangambwala, c'est un général. Donc quand il le dit, c'est parce que le problème est étudié dans les officines du PCT et du Parti du Nord. Donc les gens se préparent depuis par rapport à ça. Parce que qui accuse s'accuse. C'est parce qu'ils se préparent pour la scission. Qu'ils accusent les autres comme quoi vous êtes en train de faire la scission, alors que eux ils sont en train de préparer pour la scission. Vous savez, le PCT, il a cette politique d'être en avant-garde, qu'ils appellent ça. Je vais vous donner des révélations s'ils ne se préparaient pas pour la scission. Mais comment expliquer que les ressortissants du Nord amassent autant de milliards sans être poursuivis? Pourquoi? Pourquoi la municipalisation accélérée avait consacré 77% de son budget sur les structures de la partie nord? Pourquoi? Comment expliquer que le plus grand centre moderne du pays a été construit dans la partie nord du pays, plus précisément à Oyo? Pourquoi la Banque des États de l'Afrique centrale a été construite à Oyo? Le grand aéroport international a été construit au nord. Des grandes structures sportives ont été construites dans la partie nord du pays. Des écoles modernes équipées des ordinateurs ont été construites seulement au nord. Que des projets de construction de pipeline ont été initiés pour transporter le pétrole du sud vers le nord. Pourquoi beaucoup de ressortissants du nord fréquentent des écoles supérieures et de formation aujourd'hui? Pourquoi des bourses d'études ont été octroyées à 90% rien qu'aux ressortissants du Nord? Beaucoup de matériel militaire moderne ont été transférés au Nord. Pourquoi? Pourquoi des centres de formation militaire sont installés dans la partie Nord? Pourquoi l'autoroute entre le Gabon et le Nord a été construite déjà? Pourquoi? Pourquoi le palais présidentiel et son salon, lors de la municipalisation accélérée, a coûté 5,6 milliards. Pourquoi? Pourquoi le trésor public aujourd'hui est avec M. Denis Sassou Nguesso? Et comme M. Denis Sassou Nguesso réside maintenant à Oyo, on déduit que pourquoi le trésor public est maintenant transféré au nord? Peuple congolais. Tout ça, c'est des choses que tout le monde connaît. On le sait, nous ne sommes pas en train de raconter des conneries. Tous les Congolais le savent. Même ceux du Nord le savent. Et les gens du Nord pensent que l'homme du Sud ne voit pas ce qu'eux ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'étape où, pendant qu'ils sont en train de faire du mal, ils pensent que nous, on n'est pas en train de voir. Mais le peuple congolais, à un certain moment, on se pose la question, est-ce que ces gens-là, ils sont encore... C'est des gens normands encore dans leur tête. Voilà là où nous en sommes. Enfin, là, nous, aujourd'hui, on est en train de parler de la scission. C'est pour dire, s'ils ne se préparaient pas pour la scission, pourquoi ils auraient posé autant des actes que nous venons de citer. Tout ceci, peuple congolais, c'est pour démontrer que la position politique de scission initiée par M. Denis Sassou Nguesso depuis le 5 juin 1997 rassure le peuple du Nord de son avenir. Un point de vue partagé par l'ensemble de la population du Nord d'ailleurs. Pas
Pourquoi? Mais tout simplement parce que celle-ci n'a jamais décrié même les propos de M. Théophile Obenga. On ne dit pas souvent en français qui ne dit mot consent. Même l'ancien ambassadeur du Congo à Paris, M. Henri Lopez, à peine qu'il avait quitté ses fonctions, il avait fait savoir que le pouvoir du Parti congolais du travail, le PCT, pratique la discrimination et le tribalisme à l'endroit des ressortissants du sud du Congo pour qu'aucun cadre n'accède au pouvoir. Il l'a dit. Donc on le connaît. Ce n'est plus un secret pour les Congolais. Alors, aujourd'hui, ignorer la scission. Aujourd'hui, aller chercher la scission. Ailleurs, aller chercher le pouls de scission sur la tête des Congolais. C'est un scénario auquel on est déjà habitué, on sait. Voilà peuple congolais. Donc, Congolais que vous êtes du Sud, quand on vous accuse de la scission, ne soyez pas surpris. Quand on vous accuse, c'est que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors maintenant, parlons de la scission Nord-Sud. Fait manifester. Actuellement, le Congo-Brazzaville, comme nous l'avons dit, plus de 90% des postes de commandement civils militaires sont attribués aux ressortissants du Nord. Dans un climat d'incrédulité. Comment reconstruire l'unité en respectant une partie d'équilibre Nord-Sud dans un environnement pareil? Si ce n'est en réalité du fait une chasse aux sorcières qui va discréditer rapidement toute la diaspora aux ordres par tous les dégâts collatéraux qui s'en suivront inéluctablement. Pardon. Peuple congolais. L'histoire du Congo-Brazzaville, de l'indépendance à nos jours, c'est mieux que des velléités rétractaires à son développement et à son bien-être de ces peuples. En effet, les auspices qui l'ont vu naître le 28 novembre 1958 étaient entachés de refus de ceux du septentrion, du moyen Congo, à s'allier en communauté de destin commun avec ceux de son méridien. Depuis cette démission en 1963 jusqu'en 1968, apparaissent au Congo-Brazzaville des volontés perturbatrices enclines à accaparer le pouvoir d'abord idéologique, puis par des glissements successifs et sans embâche, avant de devenir celui d'un seul clan, celui de M. Denis Sassou Nguesso. Du 17 mars au 3 avril 1977, à la suite de l'assassinat de Marien Ngouabi, imputé à tort au Congo sous l'accusation Bakongo Babomi Marien, la terreur a atteint son paroxysme avec l'innommable semaine rouge connue par les ressortissants du Sud. C'est un moment que débute le purgatoire du peuple du Sud du pays. Va débuter là le règne de l'arbitraire et des appartenances militaro-politiques sélectives par épuration des cadres, en particulier ceux du Sud Congo. Le PCT du parti marxiste et l'ennemi, ce parti d'État, le parti qui dirige, c'est le parti qui sème la dictature. En 1990, avec le discours de la bolle de M. François Mitterrand, bon nombre de pays africains sud-sahariens finissent par nécessiter à se convertir au multipartisme sous la pression des peuples. Et le Congo-Brazzaville ne fait pas exception. Il obtient la conférence nationale souveraine en 1991. Mais après une période de transition tumultueuse, et c'est là où je voulais en venir, il va y avoir des coups d'État perpétués justement par l'homme du Nord à l'adoption de la Constitution du 15 mars 1992
pour reprendre à la nouvelle donne politique souveraine. Les Congolais, alors qu'ils venaient d'élire M. Pascal Lissouba, le premier président élu au suffrage universel direct. Cela depuis la démission de l'abbé Fulbert Yulon en 1968. C'est maintenant qu'ils venaient encore d'élire le président Pascal Lissouba. Mais cela a duré combien de temps? Voilà que l'homme du Nord, il est encore revenu en 1997 pour venir mettre en cause tout ce que les gens avaient mis en place. Sous prétexte que lui, il venait pour remettre la paix, pour venir remettre la démocratie en ligne. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Il est venu briser le rêve de Congolais. Il est venu diviser le rêve de Congolais. Et quand on sait que diviser, c'est le synonyme de la scission. Combien de fois, peuple congolais, on ne vous le dira pas? Peuple congolais. Tout ceci, tout ce que nous venons de vous dire jusqu'à là, c'était pour dire que le peuple du Nord, c'est lui. Il est à l'origine de la scission que nous vivons dans le pays. Il contribue à la scission. Diviser pour régner. Et la division, c'est la scission. Voilà, peuple congolais, tout ce qu'on avait à dire en ce qui concerne la scission avec l'homme du Nord. Maintenant, nous allons aussi parler de la déclaration de la scission selon le peuple du Sud. Nous voulons dire par là que l'homme du Nord n'est pas le seul. Mais il y a aussi l'homme du Sud. Lui aussi, il contribue. Il a participé. Il veut aussi la scission. Parce qu'en fin de compte, la scission, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un mot tabou. Le peuple du Sud, lui aussi, il a désiré la scission. Comme le pratique l'homme du Nord. Sauf que l'homme du Nord le fait, mais il ne veut pas le reconnaître. L'homme du Nord le pratique, mais sans toutefois prononcer le mot scission. Ce qui est contraire à ce pour l'homme du Sud. Peuple congolais. Tenant compte de toutes ces percussions et dominations que nous venons de dire, mais les Congolais de la partie sud du pays en général et ceux de la diaspora, issus de la partie sud en particulier, réunis dans la nuit du 14 au 15 juin 2014 à Paris en France, avaient effectué un travail laborieux et avaient déclaré ce qui suit. Nous citons. Suivez bien, peuple congolais. Ce sont les Congolais issus de la partie sud du pays. Je reviens là-dessus et j'insiste. C'est les Congolais issus de la partie sud du pays qui se sont retrouvés à Paris, qui ont travaillé dans la nuit du 14 au 15 juin 2014. Ils se sont retrouvés, ils ont fait un bon travail. Et voilà ce qu'ils avaient déclaré. À compter de ce jour à minuit, dans la nuit du 14 au 15 juin 2014, jusqu'à ce que les organismes constitutionnels régulièrement élus soient en fonction, conformément à la Constitution à adopter en Assemblée constituante d'ici au 1er octobre 2014, déclare l'État sud du Congo. L'État sud Congo sera ouvert à l'immigration des Congos de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par nos ancêtres et selon le principe admis par des organisations internationales. Il assurera une complète égalité des droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culture, d'éducation et de culte aussi. Il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des lieux sacrés et des sanctuaires de toutes les religions et respectera tous les principes de la Charte des Nations Unies. L'État Sud-Congo coopérera avec les organismes et représentants des Nations Unies et prendra des mesures pour réaliser l'union économique sur toute son étendue. Notre appel aux Nations Unies
est notre dernier recours pour que le peuple souverain du Sud Congo édifie son État, en admettant notre pays parmi les nations. C'est le droit le plus élémentaire de notre peuple Sud Congo à l'autodétermination, avec nos garanties solennelles de respect des étrangers à séjourner dans notre pays. Nous invitons avec sincérité le peuple Teke Ngala du pays, aux prises eux aussi avec une brutale agression de la part du pouvoir communiste du PCT, à préserver leur voie de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'État sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et institutions de l'État, quels qu'ils soient, provisoires ou permanents. Fait à Paris le 15 juin 2014. Membre signataire. Poitipangu Robert. Bidebekele Kintombo. Bukadia Modeste. Mayimambemba Jean-Claude. Makoso Alfred. Dada Kodem Edouard. Bakala Joachim. Mabiala Mayingidi. Babela Yengo Nkoka Cédric. Voilà, peuple congolais, la genèse de l'État Sud-Congo. On se pose la question aujourd'hui, finalement, à qui on peut attribuer la paternité de la scission au Congo. Maintenant que nous venons de le voir, que la partie sud utilise la scission sans le dire, la partie sud du Congo, si la partie nord ne peut pas le dire, ne peut pas le prononcer, mais la partie sud du Congo, elle déclare la scission suite à tout ce qu'il a connu, les agressions, les dominations, les génocides. Donc il revendique la scission. Finalement, à qui revient la paternité? Qui veut réellement la scission au Congo? Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. N'oubliez pas où dès le début, nous avons dit la scission au Congo, personne ne la veut, personne ne la désire, personne ne la rêve. Mais elle fait des accusations. Alors nous voulons aller chercher la paternité. D'abord du côté nord. Nous venons de démontrer que la partie nord travaille depuis longtemps sur la scission depuis 1958. L'accession à la présidence par des présidents du Nord a été une forme de soumission de la partie sud. Même si jusqu'en 1979, la position du projet semblait sourdine, avec l'arrivée de M. Denis Sassou Nguesso, le projet a été déjà étalé de tout son accomplissement. Aujourd'hui, les faits sont largement réunis. Ce que nous venons de décrire, d'une part, et puis dans la politique de 5D avec le D qui détermine pour détenir le peuple du Nord en otage d'autre part. Tout cela, ça vient dévoiler, ça vient confirmer ce que M. Théophile Obenga appelle la scission en 3 nations. Donc le peuple du Nord vit, travaille, conçoit le Congo en 3 nations. Donc la scission est là. Aujourd'hui, le peuple du Nord ne peut plus nier. De toute façon, même à chaque fois qu'il nie, c'est des gens qui sont toujours dans le déni pour pouvoir refuser même ce qu'ils posent même eux-mêmes comme acte. Donc ça ne surprend personne. Maintenant, regardons du côté sud. Peuple congolais. Avec tout ce que nous venons de décrypter comme affre, comme domination. Qui est celui ou celle dans la partie sud du Congo-Brazzaville qui aurait vu tuer ses parents, ses mères, ses sœurs, ses tantes, ses nièces, qui aurait vu ses cousines violées,
ses cousins, ses neveux, ses frères brûlés, vu ses maisons détruites, rasées, des eaux empoisonnées, n'aurait pas pu tenir de s'éloigner de ses bourreaux, de ses détracteurs, de ses génocidaires. Qui l'aurait pas fait? Quand on aurait vu la volonté manifeste de l'homme du Nord d'exclure l'homme du Sud de toutes les dispositions politiques, économiques, sanitaires, scolaires, militaires, etc. Eh bien, peuple congolais, il faut être de la partie Sud pour comprendre la souffrance qui l'a poussé à penser à la séparation du Nord, qui l'a poussé à s'engager dans la scission. Il faut vivre cela. Et l'homme du Nord, il s'en est pas caché. Les gens ont travaillé à Paris. Ils sont nombreux. Nous vous l'avions déjà cité. Ils sont là. Ils ont passé qu'à un jour, il fallait avoir l'indépendance. C'est pour cela, dans la suite, nous allons vous parler, est-ce que l'État sud du Congo, ils ont assumé leurs responsabilités, peuple congolais. Contrairement au peuple du Nord, qui a toujours la tendance de nier les faits. C'est donc en connaissance de cause que les Congolais de la diaspora, dont nous avons cité M. Poiti Pangou Robert, M. Bideke Kitombo, M. Modeste Boukadia, M. Mayi Mambemba Jean-Claude Makoso Alfred, M. Dada Kotem Edouard, M. Bakala Joachim, M. Mabiala Mayingindi, M. Babela Yengo Nkuka Cédric, avaient résolu, après un travail méticuleux et de responsabilité, avait fait une déclaration annonçant la création de l'État Sud pour justement œuvrer pour la paix et l'émancipation du peuple du Sud Congo. C'est eux, c'est la partie Nord qui a poussé ceux du Sud de leur parler de la scission. Donc en fait, si les gens du Sud ont parlé de la scission, c'est parce qu'on leur a poussé de la scission. Mais ceux qui poussaient, ils veulent la scission. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils cherchent la scission. Et donc, ils poussent les autres pour qu'eux aussi parlent de la scission. Et pendant que les autres parlent maintenant de la scission, alors ceux qui poussent se manifestent pour dire, voilà, c'est l'homme du Sud qui veut la scission au pays. Voilà, peuple congolais, la réalité et la vérité du phénomène de ce qui se passe dans le pays. Donc, pour résumer cette partie, l'homme du Nord est à l'origine de la scission. Il veut la scission, mais il n'en parle pas. Il ne veut pas aussi en parler. Mais c'est ça son désir, c'est ça son projet. Et donc il pousse l'homme du pôle, l'homme du Sud, pour qu'il craque, afin qu'il puisse opter pour la scission. C'est pour cela que les ressortissants justement du Sud, ils ont déclaré la scission. Parce qu'on les a poussés, parce qu'on les a mis dans des conditions inconfortables. Ça fait que ils ont déclaré la scission. De part et d'autre, ils sont donc responsables. Alors la scission. Parlons donc de la scission pour un Congo un et indivisible. Peuple congolais. Donc de ce constat que nous venons de faire, de dire, ce constat sans issue est née l'initiative salvatrice et forte de proclamer l'État Sud-Congo, qui sans jamais être en opposition systématique et absolue au septentrion de l'actuelle République du Congo, doit en permettre un développement social, économique et politique. Il nous appartient de faire la paix afin que les générations futures, héritant d'une problématique les dépassant, évitent de se nourrir de défiance des uns envers les autres pour en arriver à s'entretuer, parce que dans notre génération, pourtant capable de mettre fin à cette malheureuse situation. La démocratie n'est pas tout.
Elle seule rend possible de nos jours cette capacité à œuvrer à l'essor de tous les peuples par la concertation, à leur accession à bien vivre, au vivre ensemble, avec une meilleure répartition des revenus au sein des communautés nationales et bien au-delà dans le jeu des nécessités réciprocité entre le peuple et sans qu'il n'y ait de spoliation réciproque. Les raisons nous exigent à explorer, à œuvrer, à trouver les voies et moyens pour donner un avenir à nos peuples d'obédience congolaise, tous en marge de grands défis, lesquels pourtant les concernent au premier plan. L'urbanisation intelligente et les défis écologiques inhérents, les politiques énergétiques cohérentes et nécessaires à l'industrialisation, la gestion des ressources naturelles, la répartition des biens de produits en interne, la cohésion sociale, la gestion des diversités politiques, religieuses et régionales, le traitement des questions sociales, la manière de concevoir le financement des infrastructures publiques et privées, nationales et transnationales, par des entreprises privées géolocales avec les partenariats externalisés et le soutien à l'invasion, la création d'institutions fortes par l'appui du peuple et crédibles afin de permettre des politiques de gouvernance, d'industrialisation viables et conséquences utiles localement. Ces problématiques vitales ne sauraient trouver une solution sans que ne soit pris en compte une perspective large des inégalités entre pays dans la sous-région, au sein du continent et dans des relations qui se lient à l'échelle mondiale, car les défis et des événements sont aujourd'hui de cette ampleur. L'efficience dans la formation de la jeunesse et leur accès à l'éducation, au monde du travail et surtout à l'ingénierie réelle au-delà du virtuel, des algorithmes pratiqués au monde, du casino mondialisé et généralisé sont à cet égard les maillons nécessaires afin d'y prétendre. Alternance démographique et développement social qui, implicitement, sont concomitantes à tous les pays, sous-régions, voire régions du monde. Le Congo doit rester uni pour faire sa place. Peuple congolais, au manque de transparence du régime actuel, dans l'exercice de la gouvernance, s'allie une opposition atone et sans imagination à une diaspora versatile, beaucoup plus encline à marchander les précarés qu'à œuvrer pour des institutions fortes, garantes de l'unité, du travail et du progrès du tout, en étant tous citoyens dans la République et devant la loi. Pour terminer, peuple congolais, du fait que cette ère de cession plane sur le Congo qui se veut un et indivisible, la scission est vécue pour certains comme une condamnation, une réprobation sévère ou malédiction visant une partie de la population par ses actes ou ses opinions, une sorte d'anathème. Comme mentionné pour la deuxième vidéo, puisque nous allons finir avec cette vidéo, nous voulons seulement vous dire, peuple congolais, dans la deuxième vidéo, après qu'on ait conclu tout ce que nous vous avons dit, les Congolais, ils sont appelés à vivre ensemble si nous voulons voir ce pays-là se développer. Ce n'est pas dans la politique de scission dont on nous a traîné que nous allons nous en sortir. Alors, dans la deuxième vidéo, puisque nous n'avons pas épuisé de tout ce qui concerne la scission, eh bien nous vous parlerons de la scission est-elle un argument aujourd'hui de notre combat? Monsieur Modeste Boukadia est-il le monstre de la scission? La scission fait-elle la mutation dans les débats politiques congolais? Les Congolais sont-ils des scissionnistes de faits ou réels? Le pouvoir de l'opposition pour la scission. Les qualités d'homme
politique face à la scission. Les Congolais prônent-ils le rassemblement ou le scissionnisme? Voilà, peuple congolais, le sommaire pour la prochaine vidéo. À bientôt et merci. Mais pour terminer, peuple congolais, nous allons faire un coup de gueule. Nous allons faire un coup de gueule parce que peuple congolais, c'est très important. Le moment est devenu, le moment nécessite maintenant d'être vigilant. Surtout avec tout ce que nous entendons qui se passe dans les médias. Peuple congolais, soyez prudents et vigilants. Et surtout, soyez sages. N'oubliez pas que nous sommes actuellement dans l'opération que nous avons intitulée TAR. TAR veut dire théorie, action et résultat. Après la phase de la théorie, cette phase nous l'avons déjà finie, nous avons parlé de ça. C'était le moment où les gens ont déjà élaboré des stratégies. Depuis, M. Denis Sassou Nguesso a quitté le pouvoir depuis 2016. Donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ont élaboré plusieurs stratégies. C'est ça que nous avons appelé la phase de la théorie. Et donc là, c'est fini là, la phase de théorie pour les gens qui disent oh non, nous voulons proposer ceci, voilà ce que nous voulons faire. Nous sommes en train de créer ceci pour faire. Non, ça c'était la phase de théorie. Vous aviez eu le temps de pouvoir le faire. Ça c'est passé là. Maintenant il faut passer à l'action. Eh bien, dans l'action, nous avons étudié tout ce que les Congolais ont mis sur la toile ici. Nous avons vu qu'il y a au juste une action concrète qui est déjà posée là. C'est celui de la tenue de la table ronde. On vous a donné la date. C'est le 28 novembre 2020. Ça va se tenir à Paris, en France. Voilà. Et tout ceci, c'est pour préparer la conférence internationale. Ça, c'est des actions qui vont être posées. Tout ceci, une fois que ça sera posé, la conférence internationale finie, ben vous allez voir les résultats. Donc l'opération du TAR sera déjà aussi finie. TAR veut dire théorie, action et résultat. Peuple congolais, depuis le 22 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur parle aujourd'hui d'une concertation politique à Madingo. Nous avons parlé de ça. Un peu. Mais là, je vais aller maintenant dans les détails puisque c'est sur ça que nous allons faire notre coup de gueule. Peuple congolais, nous vous disons toujours, et ça c'est bien parce que nous vous avons dit que nous avons passé notre vie à étudier comment Sassou opère. Nous vous avions déjà dit, et là nous revenons là-dessus. Suivez bien, peuple congolais. Ne restez pas perturbés. Sassou, il n'a que les mêmes recettes qui reviennent tout le temps. Ce sont les mêmes choses qu'il fait. Après le dialogue de Dolisie, dans le Niari, qui s'est tenu le 23 mars 2013, après Sibiti, ça c'est dans l'Alikoumou. Le dialogue qui s'est tenu du 11 au 15 juillet 2015. Nous voici cette fois-ci pour la concertation à Madingo. Et ça se passe où? Dans la Bouenza. Alors, c'est comme on peut le dire que donc le boucle est bouclé. Parce qu'il fallait carrément boucler le mot Nibolek. Niari Bouenza Likoumou. Il a commencé avec le Niari dans Dolisie, il est passé à la Likoumou, ça c'était Sibiti, et aujourd'hui il fallait chercher une ville dans la Bouenza, donc à Madingu. Donc après Dolisie, Sibiti, aujourd'hui c'est Madingu. Donc après Niari, Likoumou, on est dans la Bouenza. Enfin, ça ce n'est qu'une appellation, mais ça rentre dans la philosophie de M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso sait ce qu'il fait. Quand il choisit des villes, il sait pourquoi il est en train de faire. Et vous allez constater. Et ça aussi, c'est une remarque. Vous allez voir. Les dialogues qui se tiennent, ou soit ça se tient dans la partie nord, chez eux là-bas. Souvenez-vous, il y a eu Evo, il y a eu aussi Ouesso. Si ça ne se tient pas au nord là-bas, ça se tient dans le Nibolek. Si ce n'est pas en haut là-bas, c'est dans le Nibolek. À chaque fois. Vous allez vous poser la question, mais tout ça, nous avons déjà développé. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Ce n'est pas tellement le lieu qui nous intéresse, là, ce que nous sommes en train de développer. Mais nous avons dit, quand nous avons parlé de la politique de 5D, souvenez-vous, quand on a parlé de la politique de 5D, et nous avons dit que dans la politique de 5D, M. Denis Sassou Nguesso considère le Nibolek comme
un peuple qui veut déshonorer. Et nous avons développé, ce n'est pas le peuple en tant que peuple de ce grand Nyari sur qui on a du respect, ce peuple-là. Mais Sassou vient toujours déshonorer les leaders politiques de cette région. Avec tout ce qu'on a vu, comment ça s'est passé avec la mort de M. Pascal Lissouba, avec l'humiliation qu'il a eue, avec tout ce qui s'est passé en France à Perpignan, ben, M. Denis Sassou Nguesso veut aller jusqu'au fond pour aller déshonorer, pour dire à ce peuple que même comme vous ne l'aviez pas ramené le corps de M. Pascal Lissouba, je veux vous montrer que c'est encore moi qui ai la même mise sur vous. Et les Tatsima-Biala, ils ne peuvent rien. Les Monari ne peuvent rien. Les Mbéri ne peuvent rien. Parce que tout ce monde-là qui ont trahi Lissouba, qui sont revenus devant M. Denis Sassou Nguesso, c'est eux qui descendent de la culotte devant M. Denis Sassou Nguesso. Et M. Denis Sassou Nguesso est en train de le marteler pour prouver qu'après tout, le boss, c'est moi. Peuple congolais, tous ces leaders politiques, sans exception, qui ont trahi M. Pascal Lissouba, sont revenus en force pour renforcer et servir le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. C'est dans cette vision de servir qu'ils ouvrent la porte à la Bouenza. Surtout que le grand travail a été fait par Mounari. Voilà, peuple congolais. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, je crois que vous avez compris, mais car tout avait déjà été dit dans des vidéos que je vous ai déjà dit là. Tout est là-dedans. Et nous vous avons déjà rappelé que le PCT pratique la méthode, cette méthode-là. Il a une méthode qu'il utilise depuis 1968. C'est-à-dire que quand il y a une action qui est amorcée, le PCT utilise ce qu'on appelle la méthode du contraire, ou bien la méthode pour détourner l'attention. Je veux l'expliquer plus loin. Maintenant, je rentre pourquoi ils sont en train de faire la concertation. Là, nous venons d'abord de décrire pourquoi ils ont choisi Madingo. Ça, c'est juste le lieu. Mais maintenant, je veux rentrer dans le fond. Pourquoi ils veulent tenir la concertation à 4 mois des élections. À 4 mois. Pourquoi ils veulent faire la concertation? Alors qu'il y avait Mbéri qui avait commencé avec les représentants des Nations Unies qui étaient venus les renforcer, qui étaient venus les encourager. Mais on a vu M. Mbéri qui a disparu, pourtant il a bien commencé. Il a arrêté. Ça veut dire qu'ils étaient conscients que ça n'allait leur amener nulle part. Mais subitement, à 4 mois des élections présidentielles, le voilà qui reviennent. Peuple congolais, je veux vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Quand on vous a dit qu'on connaît le monsieur, on est là pour l'étudier. Suivez bien, peuple congolais. Alors, ils emploient ce qu'ils appellent au PCT, parce que c'est ça qu'ils sont allés étudier en URSS. Ils appellent ça la méthode du contraire. Ça s'appelle la méthode du contraire. Rappelez-vous, pendant que l'Organisation internationale des droits de l'homme avait décidé d'aller enquêter sur tout ce qui s'est passé dans le pôle, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez vu, M. Denis Sassou Nguesso et son régime se sont précipités d'aller signer un accord de cessez-le-feu avec M. Ntoumi. Vous le savez. Rappelez-vous, pendant que M. Denis Sassou Nguesso est allé aux États-Unis, aller voir M. Donald Trump, savez-vous qu'il avait connu un échec? Il ne l'avait pas vu. Ça, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le régime n'a pas évoqué ce refus. Tout de suite, quand Sassou est revenu au pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à nous parler de la réunion sur la Libye qui devait se tenir à Brazzaville. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé de l'échec qu'il a subi aux États-Unis. Alors, aussitôt, ils ont allé soulever un autre problème. Ils commençaient à nous parler de la Libye. Alors, tout le monde se sent emporté là-dessus, de la Libye. C'était pour évacuer, c'était pour étouffer l'échec qu'il avait eu aux États-Unis. Je suis en train de vous
de vous parler un peu de la manière. Souvenez-vous, quand le FMI a démontré que le régime de Brazzaville avait falsifié la dette, c'est-à-dire qu'ils avaient dit que la dette était de 70% du PIB alors qu'il était de 120. Le FMI, il a parlé de ça. Qu'est-ce que le régime de Brazzaville a fait? Tout de suite, ils sont revenus avec les histoires comme quoi ils ont découvert le pétrole dans le nord. C'est-à-dire ils reviennent encore des autres choses. Tout ça, c'est pour étouffer, c'est pour camoufler les échecs. Ils ont parlé, non, il y a le nord là-bas, ça produit tant le nombre de barils par jour. Voilà, tout ça. Souvenez-vous encore qu'il y avait sa fille, Claudia Sassou, qui était partie payer un studio aux États-Unis dans la tour de M. Donald Trump. Ça fait la ronde. Quand on a parlé de ça, tout de suite le régime de Brazzaville il est venu, il a encore soulevé une autre situation pour éviter de telle sorte qu'on ne puisse pas parler de ça. Peuple congolais, pendant que M. Denis Sassou Nguesso, il est allé en Allemagne, à Berlin. Il a été démontré que M. Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, l'avait refusé de le saluer au point de lui traiter de criminel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, le régime de Brazzaville nous a encore amenés dans une autre situation. Pourquoi on ne parle pas de ça, tout ça? Peuple congolais, nous pouvons vous en citer comme ça des exemples. Eh bien, cette façon de procéder là, que le PCT, c'est ça qu'on appelle la méthode du contraire. Ils sont allés apprendre ça aux États-Unis, en Russie. C'est ça qu'on appelle la méthode du contraire. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors, la question que vous allez vous poser aujourd'hui, mais sa méthode du contraire, est-ce que c'est ça qu'il est en train d'appliquer ici? Eh bien, peuple congolais, laissez-moi vous dire, c'est cette méthode-là qu'il est en train d'appliquer aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, de ce fait, si pour certains, ils sont surpris qu'ils sont en train de le faire, pour les gens avertis comme vous et moi, nous ne sommes pas surpris. Pourquoi? Ben, parce que nous sommes en train de voir que les Congolais se préparent déjà pour le 28 novembre 2020 pour aller à la table ronde pour la conférence internationale. Les Congolais sont au courant. Le président sait, le gouvernement sait. Tout le monde sait. Donc les Congolais commencent à parler de ça. Mais M. Sassou Nguesso est parti dans sa pratique. Il faut maintenant détourner l'attention des Congolais. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pendant que les Congolais ont des yeux braqués, des oreilles braquées vers la France où va se tenir la table ronde, ben il revient avec sa méthode de contradiction. Qu'est-ce qu'il fait? Mais lui aussi, il parle de la concertation des Congolais, mais qui va se tenir quand? En même temps aussi, en novembre 2020, ou à Madingu. Ils n'ont pas donné la date. Mais ne soyez pas surpris que ça tourne vers le 25, le 26, le 28. Ça va tourner autour de ça. Ils n'ont pas donné la date. Peuple congolais, écoutez bien ce que je vous dis. Vous verrez que la date qu'ils vont donner va tourner autour du 27 novembre. 27, le 28, le 29. À 4 mois. Tout ceci, peuple congolais, c'est pour vous dire. Ils veulent seulement détourner l'attention. C'est pour ça qu'ils sont allés faire ça. Mais en réalité, il n'y a rien là-bas à Madingu. Mairie a commencé, ils ont dit qu'il n'y avait pas de concertation. Mais tout ceci, parce qu'ils veulent détourner l'attention, parce qu'ils veulent que désormais, pour vous empêcher, pour que vous ne parlez plus de la table ronde qui va se tenir, mais vous devez plutôt parler de la concertation de Madingu qui va venir. Et donc, il y a l'opposition, cette opposition qu'ils ont déjà travaillé là, les gens de Mounari, au lieu de venir à Paris, ils vont plutôt aller là-bas. Les Kolela, au lieu de venir à Paris, ils vont aller là-bas. Avec cette diaspora bridée, au lieu de rester à Paris, ben, ils vont envoyer des gens à Madingu. Donc, ils sont en train de travailler dans ce sens-là. En fait, ils sont en train de vouloir casser la tenue de la table ronde. Voilà, peuple congolais. Je vous le dis parce que je connais les méthodes de M. Denis Sassou Nguesso. Ils sont en train de trouver des solutions. Mais vous savez, peuple congolais, ce n'est pas un fait de hasard. Cela prouve que la table ronde cause déjà des effets dévastateurs dans le milieu présidentiel. Peuple congolais, on ne peut jeter de la pierre que sur un arbre qui porte des fruits. Nous vous l'avons démontré que le seul dossier qui est sur le bureau de M. Denis Sassou Nguesso, c'est la table ronde. Le seul dossier qui fait manquer le sommeil à M. Denis Sassou Nguesso, c'est la table ronde. Il n'y en a pas d'autre.
Tout le reste, là, tout ce que les gens font, disent là, c'est du blabla. C'est du blabla. Les gens s'en foutent de ça. Même rien que les Congolais qui sont sur place, ici à Paris. Tout ce que les gens racontent dans des vidéos, là, ils en ont marre. Ils n'en veulent. C'est-à-dire, ils n'écoutent même plus ça. Enfin, une bonne partie parce qu'ils n'ont rien à faire toute la journée. Ils écoutent. C'est tout simplement, ils écoutent. Mais mettre en application tout ce que les gens disent là, les gens s'en foutent. Laissez-moi, c'est pas pour vous décourager, vous qui faites des vidéos, mais laissez-moi vous dire, les gens s'en foutent émerguement de tout ce que vous dites là. Ils s'en foutent carrément ici, là, au pays. Ils n'ont rien à foutre avec tout ce que vous pensez là. Et Sassou le sait. Et Sassou le sait. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on veut tout simplement détourner. Alors pour que Sassou s'engage, mettre encore des millions pour faire détourner l'attention des gens, c'est parce qu'il sait que ça fait mal. Vous savez, il y a un proverbe là qui dit c'est que kunjingulu na kwako kwa bazugirio. Voilà peuple congolais. Donc nous sommes en train d'encourager ceux-là qui sont en train d'organiser la table ronde. En tout cas, on vous encourage parce que il y a déjà des effets pour que M. Denis Sassou Nguesso attire maintenant l'attention pour que les gens aillent là-bas. C'est parce qu'il est en train de trouver que cette affaire-là, puisque le moment arrive, la date commence à arriver, il est temps de détourner la situation. Sinon, ça risque de lui faire mal. Voilà, peuple congolais, ce qu'on avait à vous dire. C'est ça le vrai problème. Maintenant, quant à savoir ce dialogue n'a même pas de fait. Là-bas, quand ils vont aller le faire là-bas, ça ne va rien porter. Vous aviez déjà vu des dialogues de Brazzaville, des Vaux, des Dolisie, des Sibiti, de Ouessé. Tous ces dialogues n'ont rien fait. Mairie est venu avec son CNID là, ça n'a pas tenu. Donc, c'est pas ce qu'ils vont aller faire là-bas qui va apporter quelque chose. Non. Mais derrière ça, dans l'application, il y a autre chose que ça. C'est parce qu'on veut détourner la vision, la vue des gens. C'est pour que les gens ne restent plus focalisés par ce qui se tient actuellement à Paris. Voilà, peuple congolais, ce qu'on tenait à vous dire. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso, il a toujours travaillé comme ça. Il a toujours travaillé comme ça. Bon, et puis, beaucoup de choses. M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça ne marche plus. Et nous l'avons dit quand nous avons parlé des dialogues. Nous avons dit à M. Denis Sassou Nguesso, normalement, avec la formule qu'on avait donnée là, vous voyez la formule, que s'il fallait faire le dialogue, il fallait qu'il le fasse en 2019 selon la formule qu'on avait donnée. Sinon, tant que ça ne rentre pas dans cette formule-là, c'est lui qui va s'attirer de foudre. Donc, comme il le fait en 2020, et qu'ils veulent contourner ce qu'on est en train de dire, ben, il va voir. Peuple congolais, nous vous prenons à témoin. Les Français disent, c'est la fin qui justifie les moyens. M. Sassou le sait. Pour que M. Sassou reste perturbé aujourd'hui, parce qu'il a mesuré la grandeur, la puissance de ce qui est en train de se faire. Peuple congolais, voilà ce qu'on tenait à vous dire. Peuple congolais, restez vigilants, tenez ferme. À ceux-là qui sont en train d'organiser la conférence, la table ronde, tenez bon, parce que les effets commencent à se faire sentir. Voilà, donc ne vous laissez pas manipuler, le peuple est avec vous, sur le terrain, le peuple est aussi en train de travailler. Voilà donc ce qu'on avait à dire en ce qui concerne ce coup de gueule que nous avons présenté ce matin. Donc, ne vous laissez pas perturber. Monsieur Sassou Nguesso est fini. Ame mboya manakuma konko mboyo ya mbingu. Tala batikirimu kwe kumi konko. Tiazabe ti mboyo kailena yene vutu sambinguko. Donc la mani amonatini boye kata ko c'est que mboyo donc imanishi. Voilà peuple congolais ce qu'on avait à vous dire. Merci et puis à la prochaine. Yenda diati di mundeko, yenda genga me mundila, yenda tari bitukutuku bigweyoke, yenda tari bitukutuku bigweyoke, yakakabi mpumbulu bigweyoke. Talaturi kuna nzobu mana diambo wabonga buku mwana, yenda tange ngatu wazaba, yenda longo kenga tuwalubuka, yenda tange ngatu wazaba, yenda longo kenga tuwalubuka, kumatu pasiza singizeko, njala ulenda